Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le BioShow. Nous sommes le 13 janvier 2020 et je suis avec l'excellent Pierre-José Billotte que j'ai connu dans d'autres domaines d'activité, il va nous en parler. Mais aujourd'hui, on va beaucoup s'intéresser au spatial parce que figurez-vous que dans le spatial, que Pierre-José connaît bien, il se passe des tas de trucs. Pierre-José, bonjour. Oui, bonjour Jean-Michel. Alors, notre agenda, tu l'avais préparé, le tourisme spatial, Mars, la bioimpression dans le spatial, les services, le cas de la planète Mars, c'est sérieux. Pourquoi la prise de pouvoir spatial par les startups, ça c'est vachement important, etc., etc. Alors toi, comment ça se fait que tu as ripé du cloud, on te connaissait dans le cloud, comment ça se fait que tu as ripé dans le spatial? Alors en fait, j'ai pas ripé. Le cloud computing, c'était mon métier, ça l'est toujours. Mais il y a 20 ans de ça, en réalité, je commençais à m'intéresser à une discipline ou à un domaine qu'on appelle le réalisme fantastique américain. C'est une étude historique, sociologique de la société américaine qui s'intéresse en particulier à la manière dont la culture de science-fiction aux États-Unis entretient une relation tout à fait particulière avec la réalité de la société américaine. C'est comment la science-fiction aide à fabriquer de la réalité sociale aux États-Unis et comment la réalité sociale aux États-Unis s'inspire de la science-fiction. Donc, j'ai publié un livre en 2009 qui s'appelle Nous deviendrons immortels, d'ailleurs qui parlait au passage du transhumanisme, hein, bien avant que tout le monde s'y intéresse en réalité, parce que c'est une discipline ou en tout cas une évolution qui est très liée à la culture de science-fiction aux États-Unis. Et donc, ça fait en fait 20 ans que je m'intéresse au réalisme fantastique. Et dans le réalisme fantastique, évidemment, et la science-fiction, on ne peut pas ne pas parler de spatial. Voilà. Donc, le spatial, c'est une des composantes qui m'a beaucoup intéressé, sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans l'histoire américaine et dans son évolution et sa relation à la société américaine. Donc ça, c'est une passion, on va dire, personnelle, en parallèle de mon activité professionnelle. Et il se trouve qu'il y a quelques années, comme tu le sais, toi-même, tu as eu l'occasion de rencontrer Elon Musk il y a quelques années, le numérique, qui est mon métier, est rentré, je dirais, avec pertes et fracas dans le domaine du spatial aux États-Unis. Et donc, ma passion personnelle, on va dire, et ma passion professionnelle se sont reliées. Le numérique et le spatial se sont reliés, je dirais, pour fabriquer aujourd'hui une révolution qui est en cours, dont on va parler aujourd'hui. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est l'an 1 du tourisme spatial? Alors 2020 est une année tout à fait particulière. Alors, le titre, c'est quand les startups s'attaquent à l'espace, c'est-à-dire que c'est un mouvement plus général et plus massif, on va dire, des startups vis-à-vis du spatial. Mais dans cet environnement de startups qui attaquent l'espace, il y a un secteur, un domaine qui est particulièrement intéressant, qui est le tourisme spatial. Alors, tourisme spatial, c'est en particulier en 2020, il va se passer un événement historique, c'est-à-dire à partir du mois de juin 2020, à partir du Spaceport, c'est un des 10 spaceports qui existent aux États-Unis, donc le Spaceport du Nouveau-Mexique, va partir les premiers vols suborbitaux qui va amener des tourismes à 100 km dans l'espace. Voilà. Et ça, c'est un phénomène historique très particulier parce que c'est la première fois. Alors, on a emmené des personnes dans l'espace depuis plusieurs années, y compris des touristes en réalité. Mais on a emmené une personne, un multimilliardaire. Là, ce qui va se passer au mois de juin avec Virgin Galactic, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il démarre un business plan avec un business model dont l'objectif est d'industrialiser l'envoi de touristes dans l'espace, dans des vols suborbitaux. Voilà. Donc, j'ai donné des éléments sur son business plan. En 2020, il va envoyer une centaine de personnes. Si tu veux, il y a des vols qui vont partir régulièrement du spaceport. Les gens ont payé un ticket, ils vont monter à bord, ils vont monter à 100 km d'altitude, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle en orbite basse, c'est-à-dire dans le début de l'espace, et tester la pesanteur, et puis revenir au sol. Donc, si tu veux, la caractéristique forte, c'est cette industrialisation qui démarre, et c'est vraiment la première fois dans l'histoire du spatial qu'une entreprise privée, un opérateur privé, va emmener de manière industrielle, avec des vols qui vont démarrer on va dire toutes les semaines, tous les mois. Et en 2020, 1500 personnes, c'est l'objectif du business plan. Ça veut dire qu'il y a une fusée qui décolle tous les 2 jours. Tu vois. Donc, si tu veux, c'est massif et c'est industriel. Et c'est ça la nouveauté et c'est du grand public. Et combien de personnes à la fois? Alors, la fusée ou l'avion fusée de Virgin Galactic, c'est 6 personnes. Super. Ouais. Alors, la bière de Budweiser et le champagne Mum, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Eh ben, parce que ça, c'est un autre signal, si tu veux, très, très intéressant.
qui montrent qu'aujourd'hui, le spatial va entrer dans une ère industrielle et commerciale, emmener de manière massive, si tu veux, des touristes plus ou moins loin dans l'espace. Évidemment, les gens, quand on parle de tourisme, on parle aussi de boissons. Donc, aujourd'hui, Pfizer, qui est le fabricant de bière, et même qui est le fabricant de champagne, ils se disent, s'il y a des touristes dans l'espace, ces touristes-là, ils vont devoir boire quelque chose, ils ne vont pas boire de l'eau. Donc, ils vont boire aussi nos produits, et nous, notre métier, c'est de les accompagner dans cette nouvelle industrie spatiale du tourisme qui est en train de démarrer. Donc, si tu veux, c'est extrêmement, c'est un indicateur qui est extrêmement intéressant, mais c'est lié aussi au fait qu'ils considèrent que c'est une évolution massive du tourisme, parce que s'il y avait que 2 touristes, si tu veux, ça n'intéresse pas le champagne et la bière pour 2 touristes. Mais ils partent du principe qu'on va industrialiser, qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui iront faire du tourisme dans l'espace et ils devront être là pour leur servir à boire. Et pourquoi maintenant on voit arriver des startups? Et donc les États, qui après tout c'était leur chasse gardée, l'espace, les États vont décliner dans ce domaine? Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on vivait sous une ère qui était gouvernée par les États, les agences spatiales qui sont des agences publiques. Dans un certain nombre de cas, d'ailleurs, c'est des agences qui sont soumises à la sécurité nationale, donc c'est les militaires en réalité qui sont souvent derrière. Juste à titre anecdotique, l'administrateur de la NASA, depuis la création de la NASA, il a souvent c'est un ancien militaire. C'est pas aussi, donc c'est bien tenu. Et donc en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une pression extrêmement forte de l'écosystème numérique, extrêmement puissant, qui est en train de pousser très fort et qui est en train de montrer que maintenant, il faut lui faire la place. Le secteur public a exploité ça un petit peu de manière artisanale et de manière, on va dire, de manière assez particulière. Eux, ils disent maintenant, là, il y a un business, il y a une industrie avec des dizaines de milliards à la clé, et nous, on va s'occuper de ce nouveau gâteau d'exploitation du spatial. Voilà. Et donc, il y a une pression très forte des startups et de l'écosystème numérique. Je vais donner quelques exemples. Il y a déjà plus d'1 millier de startups dans le domaine. Il y a une centaine de startups en Chine qui sont déjà sur les rangs. Et c'est une poussée extraordinaire qui est en train de pousser finalement un petit peu dehors le secteur public, les agences publiques, les États. Alors, pas complètement, mais la pression est en train de très forte. Et on verra tout à l'heure, on en rediscutera pourquoi ça se produit. Mais ce qui fait, c'est que les startups, progressivement, sont en train de prendre le pouvoir dans le domaine spatial. Et où on peut trouver une liste de ces startups? Alors là, si tu veux, c'est vraiment, moi je les note au fur et à mesure parce que je consulte tous les jours, si tu veux, des fils d'informations sur le sujet. J'ai donné quelques exemples de startups. Il faut aller piocher sur le net parce qu'il n'y a pas vraiment de catalogue. Aujourd'hui, il n'y a pas de catalogue dans le domaine. Donc, si tu veux, surtout qu'elle pousse évidemment beaucoup aux États-Unis, mais elle pousse aussi en Chine, elle pousse aussi en Europe, elle pousse un peu partout dans le monde. Donc, si tu veux, c'est vraiment une sorte de nouvelle chasse, une gold rush, c'est une course à l'or, si tu veux, et ça pousse vite. Il y a une sorte de course en ce moment un peu partout dans le monde pour s'accaparer ou pour prendre des positions de leadership dans les différents segments qui composent cette nouvelle industrie. En dehors du tourisme, quels sont les autres créneaux d'utilisation de l'espace? Alors, le tourisme, évidemment, c'est l'élément le plus visible, le plus parlant au grand public, parce que là, on s'intéresse au grand public. Donc, évidemment, là, on aura peut-être l'occasion dans le jour d'en reparler, mais le tourisme, ça a une composante très forte qui est très marquée. Mais évidemment, il y a d'autres aspects. Alors, Virgin Galactic, il a décidé de s'attaquer au tourisme direct. Donc, il démarre au mois de juin. Mais on peut prendre l'exemple dans le domaine, par exemple, un segment important, c'est tout ce qui est transport, on va dire, de fret et de personnel sur la station spatiale internationale. Donc ça, c'est des exemples typiques faits avec SpaceX, par exemple. Donc là où l'objectif, c'est pas une navette publique faite par la NASA, enfin pas faite par la NASA, mais opérée par la NASA, c'est SpaceX qui va, lui, avec sa navette SpaceX, et partant d'un spaceport SpaceX sans doute d'ailleurs, au Texas, et qui va emmener le fret et les personnels sur la station internationale. Il y a un autre grand segment très important qui, lui, est en vogue et qui pousse très très fort, c'est tout ce qui est l'exploitation des constellations de microsatellites. Voilà. Donc ça, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Bon, ça, évidemment, ça pousse très, très fort. Et donc là, c'est vraiment d'envoyer dans des orbites. Alors aujourd'hui, on envoie déjà des satellites, évidemment. On envoie des gros satellites et on les envoie très loin dans l'espace. Voilà. Là, l'idée, c'est d'envoyer beaucoup de petits satellites et de les envoyer moins loin dans l'espace pour être beaucoup plus proche, finalement, de la zone terrestre. Voilà. Ça, derrière, c'est une vision très commerciale, très industrialisée. La réalité, c'est ça. On en reparlera aussi après.
on va dire, mais ce segment est très, très important, il pousse très fort. L'exploitation minière d'astéroïdes est un segment qui a poussé à un moment donné, qui est un peu en faiblesse aujourd'hui. Là, l'idée, c'était d'envoyer des fusées sur des satellites pour piocher, on va dire, des matériaux rares et de les ramener sur Terre pour les commercialiser. Puis après, il y a des segments dans le domaine des services, par exemple comme le nettoyage d'orbite, parce qu'en orbite, il y a beaucoup de débris aujourd'hui. Eh bien, il y a des startups dont l'objectif est d'envoyer là, une fois de plus, des fusées, on va dire ça comme ça, pour faire du nettoyage, pour nettoyer un peu la zone orbitale. Donc, si tu veux, il y a plein de segments dans le domaine des services. Et puis, il y a évidemment des segments dans le domaine de la technologie. Alors, si on continue sur ces services, tu l'as dit tout à l'heure, on est en train d'industrialiser, pardon, excuse-moi, l'espace. Oui, c'est le mot-clé, hein, parce que jusqu'à présent, les agences publiques, si tu veux, elles faisaient de la technologie et de l'industriel, mais sur mesure. Très coûteux, sous monopole, hein, en sous-traitant des grands conglomérats industriels ou en déléguant des grands conglomérats industriels. Donc, c'était un peu du sur-mesure, très coûteux. Et là, le mot-clé qui, on va dire, traverse ce nouveau écosystème de start-up numériques qui s'attaquent à l'espace, le mot-clé, c'est l'industrialisation. Donc là, on peut le prendre sur deux exemples. On peut prendre l'exemple des microsatellites. Si tu veux, la caractéristique, c'est d'industrialiser, c'est de faire de la fabrication à la chaîne de microsatellites. Tu comprends bien, si je fais un très gros satellite, je le produis en un exemplaire, tu vois. Mais si je fais plein de petits satellites, je peux standardiser les pièces, je peux produire à grande échelle, je peux introduire de l'économie d'échelle. Tout ça avec un objectif, c'est de produire des satellites qui coûtent moins cher, beaucoup moins cher. Tu vois, on va les envoyer moins loin, ça va coûter moins cher. On va également utiliser des lanceurs qui seront spéciaux pour envoyer des petits satellites. Et ces lanceurs eux-mêmes coûteront moins cher. Donc tout ça, c'est l'industrialisation avec un seul objectif, qui est de réduire les coûts, qui est de faire baisser les coûts derrière, pour ensuite pouvoir vendre des services plus accessibles au plus grand nombre. Quels sont les services auxquels tu penses avec ces microsatellites en orbite basse? Je dirais, on va dire, il y a deux catégories de services. La première catégorie, c'est de faire du broadband, c'est de faire du haut débit sur des zones terrestres où le haut débit a du mal à accéder. Donc, on peut imaginer que dans un endroit perdu en Corrèze, les gens qui n'ont pas de satellite, qui n'ont pas d'Internet filaire, puissent accéder à du vrai Internet haut débit par satellite ou dans des zones en développement, comme l'Afrique, par exemple. Voilà, ça, c'est vraiment le haut débit pour couvrir des zones qui ne sont pas couvertes aujourd'hui. Puis après, il y a plein de services qui sont des services géoterrestres, par exemple, d'analyse des sols. Par exemple, il y a une start-up qui peut, on va dire, pricer des assurances. Hein, Ah ouais. vous connaissez ça, qui va le faire justement parce qu'elle va avoir des images satellitaires qui vont lui permettre de faire des analyses automatiques, etc. Donc, il y a également les services météorologiques, d'analyse des sols. Bref, il y a tout un ensemble de services dont l'objectif est d'analyser ce qui se passe sur Terre pour en tirer des services efficaces et rendre l'économie terrestre plus efficace. Mais ces microsatellites qui sont en orbite basse, ils ont demandé la permission à l'Europe ou à la France pour mettre ça au-dessus de nos têtes ou pas du tout? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste, si tu veux, de la réglementation satellitaire, mais on peut prendre l'exemple de SpaceX. SpaceX a obtenu une autorisation auprès de la FCC aux États-Unis pour déployer une constellation de 40 000 satellites. Ouais. 40 000 satellites, je ne crois pas que ce soit pour couvrir les États américains. Hein, donc, je pense que derrière, sans doute, leur vision, c'est de couvrir plutôt. Moi, je crois quelque part, c'est de créer un réseau Internet, si tu veux, satellitaire, qui va couvrir la planète complètement. Moi, je crois que c'est ce qui se passera à terme. Voilà, et pour délivrer des services sans accès filaire et moins pas cher et couvrant tout le monde à des prix accessibles. Voilà, donc Mais moi, alors, à ton avis, ces gens-là vont disrupter le filaire traditionnel dans les États, non? Je pense que évidemment, le câble, dans toutes les zones urbaines, etc., où c'est couvert, où il y a du haut débit, l'intérêt de mettre en place ce type de service, non. Mais par contre, dans les zones qui ne seront pas couvertes, oui. Par contre, ce qui va couvrir tout le monde, c'est tous les services géoterrestres, c'est-à-dire qui vont permettre pour l'agriculture d'analyser les sols à partir d'images satellites, hein, pour pouvoir regarder quelles sont les terres qui manquent d'eau, par exemple, etc. Donc, si tu veux, c'est vraiment cette logique de service. Juste sur la notion d'industrialisation, Jean-Michel, je veux donner l'autre exemple de l'espace.
Mm. de la partie touriste, si tu veux. Parce que vraiment, le pilier du développement du tourisme, c'est aussi une logique d'industrialisation. C'est-à-dire que quand Virgin Galactic il va envoyer, il y a une fusée qui va partir, un avion fusée qui va partir tous les deux jours, hein, du spaceport du Nouveau-Mexique, si tu veux, derrière, bah, ça permet d'industrialiser les composants, la technologie, d'avoir une flotte de vaisseaux, etc., Mm. de réduire les coûts. Hein, et derrière, de pouvoir diviser par 2, par 5, par 10 le prix des tickets pour aller se balader dans l'espace. Ça, c'est vraiment la clé. C'est vrai dans tous les secteurs, mais c'est vrai aussi dans le domaine du tourisme. Et SpaceX, on va en reparler tout à l'heure avec Mars, c'est à nouveau l'industrialisation de la D'accord. technologie du numérique qui permet cette transformation. Alors, les technos dans tout ça, il va y en avoir de nouvelles ou pas? Alors, il y a les services, ce dont on a parlé avant, les constellations de satellites, l'exploitation minière, les services cargo, le tourisme. Là, ce sont des startups qui se comportent comme des opérateurs de services. Hein, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de personne, entre guillemets, si ce n'est d'une autorisation, pour pouvoir produire leurs services. Mhm. Alors, mais il y a aussi tout un secteur de technologie. Voilà. Donc là, ce sont des startups qui appliquent des nouvelles technologies au spatial. Alors, on voit des choses quand même assez extraordinaires. Hein. J'ai donné quelques exemples. La liste n'est pas complète, mais j'ai donné quelques exemples pour illustrer cette diversité. Bah, la bioimpression 3D, si tu veux, dans l'espace, c'est quand même quelque chose d'assez original. Hein. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire de l'impression d'organes, par exemple, hein, un cœur, des cœurs, par exemple, un cœur, de reproduire un cœur avec une impression 3D dans un environnement spatial. Mais aussi de produire de la viande. Bon, tu sais qu'il y a des startups, tu Mhm. connais des choses de quoi, qui produisent de la viande de manière artificielle. Donc, on peut imaginer aussi produire de la viande artificielle à partir d'imprimantes 3D hein, dans l'espace. Voilà. Alors, on peut se poser. Alors, c'est vrai aussi, par exemple, je donnais un autre exemple de Made in Space dans le domaine des alliages. Donc là, de produire des alliages dans l'espace en impression 3D hein, ou des panneaux solaires. Par exemple, en ce moment, il y a un projet avec Made in Space, la NASA, je crois que c'est la NASA, qui a commandité à la start-up de lui démontrer qu'elle est capable de produire en impression 3D des panneaux solaires dans l'espace. Et quel est Ça, c'est le l'avantage signe de du faire siècle. ça? Quel est l'avantage de faire ça dans l'espace par Bah, rapport parce à que la... si tu veux, alors ça dépend de quoi, mais par exemple, les panneaux solaires dans l'espace, c'est très intéressant parce que si tu veux, les panneaux solaires sont beaucoup plus proches du Soleil et vont pouvoir de Ouais. capter beaucoup plus de puissance et ensuite l'amener sur Terre. Mais on peut aussi penser que des panneaux solaires qui seront dans l'espace, ils permettront aussi d'alimenter des sources énergétiques d'installations qui seront elles-mêmes dans l'espace. Tu vois, s'il y a une installation sur la Lune ou s'il y a du tourisme sur Mars demain, bah, il faudra bien alimenter en énergie ces Exact. Ouais. organisations. Hein, sur les organes, la viande. L'intérêt, c'est de ne pas avoir, si tu vas transporter les matériaux dans l'espace. Parce Mm. que transporter les matériaux dans l'espace, ça veut dire les extraire de la gravité terrestre, c'est-à-dire les emmener dans l'espace. C'est ça qui coûte cher en termes de coût, parce que c'est extrêmement coûteux d'amener avec une fusée, de l'amener dans l'espace des matériaux. Si tu veux, c'est cette partie-là d'extraction de la Terre qui est très coûteuse. Donc, si tu veux produire directement dans l'espace, bah, tu n'as pas à le transporter et tu n'as pas à payer le coût du transport dans l'espace. Voilà. Après, il y a plein d'exemples, si tu veux, d'applications autres. Hein. Par exemple, moi, j'avais rencontré, par exemple, le patron d'une start-up qui travaillait sur comment on pouvait réparer de l'ADN qui serait dégradé par les rayons cosmiques, par exemple, c'est un problème, parce que Mm. les cosmonautes, les voyageurs, les touristes seront susceptibles d'être exposés à des rayons cosmiques. Ça peut, si tu veux, attaquer le système, le corps humain, si tu veux. Et Mm. donc, bah, là, il y a des systèmes de réparation, il y a des gens qui réfléchissent là-dessus. Bon, demain, quand tu as des constellations de satellites, bah, il faut aussi avoir des logiciels qui permettent d'éviter que les satellites entre eux, quand tu vas avoir des dizaines, des centaines de milliers de satellites, de microsatellites en orbite basse, bah, il faudra éviter qu'ils se rentrent dedans. Hein, c'est comme les autotamponneuses. Donc, il faudra qu'il y ait des systèmes intelligents. Donc là, il y a des logiciels intelligents pour éviter qu'ils se crachent entre eux, par exemple. Hein, que ça devienne une partie un peu compliquée où les satellites se détruisent entre eux. Voilà. Et puis, dernier exemple, aussi dans le domaine des lanceurs de satellites ou conception de microsatellites, il y a des microsatellites de 500 grammes, d'un demi-kilo, si tu veux. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait nouvelles, qui sont en conception. Et puis, j'ai donné l'exemple qui te fera plaisir, qui était de mettre en place de la blockchain aussi Ah au ouais. niveau spatial. Alors, je ne suis pas le spécialiste de la blockchain, mais par exemple, il y a une start-up, je voulais la signaler quand même, qui s'intéresse et qui a déjà déployé, je crois, un satellite qui permet d'utiliser le blockchain dans le domaine spatial. Et alors, la blockchain dans le domaine spatial, est-ce que ça va modifier même la blockchain au niveau terrestre? Est-ce que ça va apporter de nouveaux types de services?
Alors, si tu veux, je suis là-dessus, je ne suis pas non plus spécialiste de la blockchain, hein, donc je pense que c'est important de le mentionner. Par principe, tout ce qui va se passer, parce que là, c'est des satellites en orbite basse aussi, si tu veux, tout ce qui va se passer en orbite basse, alors l'orbite basse, ça veut dire, l'orbite basse, elle est, si tu veux, c'est entre 100 ou 200 km et 2000 km de la Terre. Voilà, par exemple, les vols touristiques, ils sont à 100 km. La station spatiale orbitale, la station spatiale internationale, elle est à 400 km. Bon. Donc, on va se situer dans des orbites qui sont pas très, très loin de la Terre quand même, dans l'espace, mais pas très, très loin de la Terre. Et tout ce qui va être pas loin de la Terre va forcément interagir, si tu veux, avec le terrestre et pouvoir fournir des services de manière assez omniprésente. Parce que quand tu as un satellite qui couvre des grandes zones géographiques, évidemment, tu as une puissance d'impact qui est très, très importante. Donc, évidemment, tout ça va interagir. Maintenant, on est au tout démarrage de cette histoire-là. On va voir comment ça va s'organiser. Hein. Alors, et Mars, est-ce que le projet d'Elon Musk est sérieux pour toi? Alors, le cas de Mars est un cas intéressant. Je vais te dire pourquoi. Pour une raison qui est à la fois futile et à la fois extraordinairement importante, parce qu'il fait rêver les gens. Voilà. Et si tu veux, tu provoques pas de mouvement si tu fais pas rêver les gens. Et finalement, le spatial, depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, en réalité, il fait plus rêver les gens. Et ça, c'est, on va dire, le grand atout d'Elon Musk, c'est qu'il est à la fois crédible, on y reviendra tout à l'heure, mais il est à la fois crédible, si tu veux, parce qu'il a des réussites et des exécutions dans le domaine industriel, il a des réussites dans le domaine spatial, et il a une vision à très long terme. Voilà. Donc la question sur Mars, si tu m'avais posé la question il y a 5 ans ou 10 ans, je t'aurais dit, bah, je ne suis pas sûr que ça soit très sérieux. Aujourd'hui, moi, je crois que c'est sérieux. Si tu me poses la question, c'est est-ce qu'il y aura un établissement et du tourisme sur Mars dans les 10 à 20 ans ou 30 ans qui viennent? Ma réponse, c'est oui. Voilà. Pourquoi? Parce que, si tu veux, l'élément clé là-dedans, c'est la vision. Donc, il choisit Mars. Alors, je ne sais pas si c'est l'occasion de rentrer dans la discussion, mais pourquoi est-ce que c'est plus Mars que la Lune? Pour 2 raisons. La première, c'est que Mars, ça fait rêver. La Lune, ça fait plus rêver. La Lune, on a posé le pied sur la Lune il y a 60 ans, si tu veux. Donc, si tu veux, ça fait plus rêver personne. Mars, ça fait rêver parce que c'est neuf. Voilà. Mars, si tu veux, ça ressemble à la Terre par beaucoup d'aspects. Donc, on peut expliquer tout ça. Par exemple, tu as une journée qui est quasiment de 24 heures sur Mars. Tu as une atmosphère, tu as de l'eau. Donc, tu as plein de choses, si tu veux, qui permettent d'envisager de faire des choses industrielles sur Mars. Voilà. Donc, si tu veux, lui, il dit Mars, c'est la bonne cible. C'est ça qui fait rêver et il a raison. Hein. C'est Saint-Exupéry qui disait, si tu veux fabriquer des navires, il ne faut pas rassembler des gens pour fabriquer ton navire. Il faut enseigner la nostalgie de l'infini de la mer. Elon Musk, il fait ça. Il enseigne au travers des médias, on va dire, la nostalgie de l'infini de l'espace et du rêve spatial et de Mars. Donc, c'est le rêve. Mais derrière, il construit ça sur de la réalité industrielle et il te donne une explication. Si tu veux, il te donne une explication comment il peut arriver, lui, à envoyer des touristes sur Mars pour 200 000 $. Voilà. Et il te dit, et là, une fois de plus, on reboucle sur l'industrialisation. Il t'explique que, il a expliqué ça en 2016, il a expliqué son projet, et il te dit, on peut faire du tourisme et on peut industrialiser Mars sur 4 piliers. Il t'explique que les 4 piliers sont liés à l'industrialisation une fois de plus. Donc, c'est bien une start-up qui, à nouveau, introduit la notion d'industrialisation. Je te donne un exemple, parce que ça, il faut en parler, il faut en dire 2 mots. Si tu veux, lui, il dit, si on utilise le modèle lunaire, qui s'est fait pour envoyer des gens sur la Lune, ben, aujourd'hui, ça consisterait, et le vouloir l'utiliser pour faire Mars. Lui, il t'explique que c'est complètement stupide. C'est comme si tu prenais un avion de Paris, tu dis à l'avion, tu vas faire un aller-retour New York-Paris, d'accord? Tu mets 12 personnes à bord de ton avion, pas plus, d'accord? Et ton avion, il doit embarquer le carburant pour faire l'aller-retour. Et quand ton avion, il arrive à Paris, en retour, tu le mets à la casse. Voilà. Donc ça, c'est l'économie du modèle lunaire. D'accord? Tu envoies une fusée avec le carburant aller-retour, et puis ensuite, quand tu arrives, la fusée, tu ne peux plus la réutiliser. C'est comme ça. Donc, c'est évidemment pas ça. Le modèle industriel consiste à dire, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que lui, ce qu'il pense, c'est qu'il faut, si tu veux, faire des navettes entre Mars et la Terre, mais que la navette spatiale, elle ne redescende pas sur Terre, et qu'elle puisse faire des navettes entre Mars et être réutilisable comme les avions aujourd'hui sont réutilisables. Évidemment, ça fait baisser le coût. Ensuite, il te dit, bah évidemment, si tu fais le voyage sur Mars, tu ne vas pas emmener le carburant de retour pour revenir sur la Terre. Un avion, quand il va à New York, il emmène son carburant pour aller à New York, il n'emmène pas son carburant pour revenir sur Paris. Ben, c'est la même chose. Donc, si tu veux, le carburant, il devra se réalimenter en carburant en orbite terrestre quand il sera proche de la Terre et il se réapprovisionnera en carburant quand il sera sur Mars.
Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut produire du carburant sur Mars. Donc là, on est à la logique de dire, bah oui, il faut aussi produire in situ du carburant de manière industrielle. Et lui, il pense à du méthane. Il y a tous les éléments pour fabriquer du méthane sur Mars. Et donc, quand tu dis, je prends du méthane qu'on peut fabriquer sur Mars, je me réapprovisionne sur Mars, je réutilise ma navette, si tu veux, pour faire des allers-retours et de l'amortir sur un certain nombre de voyages, d'accord? Et je ne redescends pas sur Terre et je réapprovisionne en orbite terrestre, eh bien, je peux développer des telles économies d'échelle. Et si j'ai 100, 1000 navettes spatiales qui puissent le faire, une flotte assez importante, eh bien, je vais casser les coûts. Et ces coûts-là, je vais pouvoir emmener des gens sur Mars pour faire du tourisme et installer les gens. Voilà. Tu vois, la logique, c'est une logique entrepreneuriale, c'est une logique industrielle, économique. Et c'est tout le contraire, si tu veux, de ce qu'on a fait avec la Lune. La Lune, c'était du sur-mesure, si tu veux, très coûteux. Et alors, la prise de pouvoir des startups, pourquoi maintenant? Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas… pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les startups prennent le pouvoir? Ils sont en train de le prendre. Hein, c'est un phénomène progressif. Elles ne disent pas la NASA au revoir. Hein, j'ai donné l'exemple. SpaceX, par exemple, aujourd'hui, c'est devenu un des premiers bénéficiaires, si tu veux, de l'argent de la NASA. Hein. Donc, c'est une startup qui, alors je crois que c'est en 2018 ou 2017, il a récupéré plusieurs centaines de millions de dollars, si tu veux, de la NASA. Hein. Donc, si tu veux, c'est un modèle qui est encore coopératif, mais qui progressivement est en train de basculer. Donc, la supériorité, c'est très intéressant parce qu'on peut comparer le modèle public finalement, et celui qu'on a mis en œuvre par les agences publiques comme la NASA, avec le modèle industriel qui était de la sous-traitance, et puis le modèle entrepreneurial. Alors, la première caractéristique, c'est la vision. Si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de visionnaire dans une industrie comme celle-ci, tu n'avances pas. Et la réalité, c'est de dire que depuis 60 ans, il n'y a plus de visionnaire dans l'espace. Il n'y a plus de visionnaire au sujet du spatial. Le dernier visionnaire de l'espace, c'était donc Wernher von Braun. Wernher von Braun, il quitte la NASA en 1972. D'accord? Il est mis au rencard en 72. Et depuis 72, il n'y a plus de visionnaire dans le secteur public à la NASA. Il était le numéro 2, hein, il n'était pas le numéro 1 de la NASA. Il quitte la NASA en 72. Il n'y a plus de visionnaire. Et le nouveau visionnaire de l'espace, c'est un entrepreneur d'une entreprise numérique, hein, qui est Elon Musk. Donc, si tu veux, le fait de ne plus avoir de vision, le fait d'avoir une vision, les entreprises du numérique, que ce soit Elon Musk, que ce soit Richard Branson avec Virgin Galactic, si tu veux, sont des gens qui ont une vision. Et cette vision-là, elle est clé, si tu veux, générer le momentum, si tu veux générer la dynamique, si tu veux, qui font que on va créer un mouvement industriel, économique, de développement dans l'espace. Donc ça, c'est vraiment la première caractéristique. Deuxième caractéristique qui est très importante, c'est la rapidité. Quand tu es dans une start-up du numérique, Elon Musk, il est capable de changer de direction, on va dire, en quelques heures. Mais changer de direction, si tu veux, quand tu es à la NASA, c'est très, très compliqué. Parce que tu as des budgets, tu as des organisations, il faut que tu passes par le congrès, etc. Ah, bref, c'est une grosse machine qui est très lente, en réalité. Et pour s'adapter, si tu veux, aux évolutions et la concurrence qui est en train de se faire, s'il doit modifier une fusée parce qu'il y a des aléas nouveaux, le contexte change, Elon Musk ou un autre entrepreneur du numérique, c'est sa propre décision. Et il le fait comme ça en 24 heures. Bon, donc, si tu veux, la stabilité dans la gouvernance, c'est un facteur clé. Troisième facteur qui est très, très important, c'est l'instabilité et la stabilité. Donc, quand tu es une entreprise du numérique, si tu veux, Elon Musk, il a une vision économique, il la maîtrise, et c'est lui qui décide des choses. Et donc, il a une stabilité, si tu veux, dans son projet, hein, qui est sa vision à lui. Mais dans le domaine spatial, quand c'est la NASA, pour prendre l'exemple le plus important, la NASA, elle est soumise aux instabilités politiques. Et quand tu as un président républicain qui arrive, il lance un programme, le président démocrate qui est élu 4 ans plus tard ou 8 ans plus tard, eh bien, il change le programme, ça va durer 8 ans, puis 8 ans après, tu as un nouveau président républicain qui arrive et qui lance, etc. Donc, si tu veux, ça crée une instabilité, si tu veux, qui est un handicap très fort pour la politique spatiale américaine. On l'a très bien vu. Bush Junior avait lancé un programme très ambitieux. Quand Obama est arrivé, quand Obama est arrivé, il a mis à terre son programme pendant 8 ans. Et puis, quand maintenant Trump est arrivé, il a dit ce qu'a fait Obama, c'est mauvais, et il a relancé un programme spatial. Donc, cette instabilité politique, elle est terrible, elle coûte très cher, si tu veux, à la politique spatiale américaine, à l'inverse du modèle entrepreneurial. Quatrième facteur qui est très important, c'est la concentration et la dispersion des moyens. La NASA, c'est à peu près 20 milliards de budget, donc c'est pas rien en réalité, sauf qu'elle le distribue sur des dizaines de milliers de sous-traitants. Et donc, elle est obligée d'arroser, si tu veux, tous les États-Unis et toutes les académies, les universités, les industriels, etc. Donc, elle disperse beaucoup son argent sur des tas de projets avec une très, très grande diversité. Et moi, quand je suis un entrepreneur du numérique,
je concentre toute mon énergie et tout mon budget sur un projet unique. Et je n'ai pas de compte à rendre, si tu veux, à l'État de l'Oregon qui dit mais moi j'ai pas eu d'argent pour financer mon université spatiale, ou l'université du Texas, ou l'industriel qui est, si tu veux, en Virginie. Donc quand tu es une entreprise, bon, tu n'es pas soumis, si tu veux, à tous ces lobbies, à cette nécessité de distribuer l'argent public. Donc ça, c'est un problème aussi. Ensuite, tu as la notion dont on a parlé, qui est la dimension industrielle et contre la dimension sur-mesure. La NASA elle a fait du sur-mesure depuis des dizaines d'années. Évidemment, c'est très coûteux. Et le modèle industriel lui dit, mais moi, tout ça, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, moi, je peux faire la même chose en divisant par 2, par 3, par 4. On a l'exemple avec les lanceurs. SpaceX a introduit un nouveau type de lanceur qui permet justement de réutiliser la fusée pour pouvoir lancer les satellites. Ça divise par 3 les coûts d'un lanceur. Arianespace, si tu veux, se retrouve avec un concurrent qui va produire 50% moins cher ou 3 fois moins cher. Donc, le modèle industriel, il permet d'entraîner une dynamique de coût, si tu veux, qui permet d'être beaucoup plus efficace. Et donc, c'est évidemment le taxpayer américain, il dit mais pourquoi on va payer des choses très chères alors que vous avez une entreprise privée qui est capable de faire aussi bien et de le faire 3 fois moins cher. Tu vois? Donc, ça permet, si tu veux, tout ça montre que le modèle entrepreneurial est infiniment supérieur. Il crée une dynamique très forte à laquelle le secteur public et son schéma de sous-traitance sur les grands conglomérats industriels, de mon point de vue, ne résistera pas. D'accord. Et dis-moi, comment tu vois l'Europe dans ce bazar? Alors, l'Europe, on pourra en parler peut-être un peu plus tard, mais si tu veux, le sujet sur l'Europe, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on a plutôt un face-à-face, on va dire Chine, États-Unis, et derrière, tu as la Russie qui est un peu un arbitre. Et l'Europe qui regarde un peu les choses quand même. Bon, elle dépense de l'argent dans le domaine spatial. L'ESA a un budget qui n'est pas négligeable. Mais l'ESA en Europe, d'ailleurs, personne ne sait que l'ESA a son siège qui est à Paris. Toi-même, je ne suis pas sûr que tu savais que l'ESA avait son siège à Paris. Donc, je trouve qu'en soi, ça veut tout dire. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème de visibilité, si tu veux, de la stratégie spatiale européenne sur ce nouveau spatial industriel et économique et technologique qui se développe. Aujourd'hui, il n'est pas très présent. Si tu veux, l'Europe n'est pas très présente sur le sujet. Alors, elle pourrait l'être, elle a tout pour l'être. Il y a des entreprises, il y a de l'argent, il y a des visionnaires, mais aujourd'hui, elle est un peu à la ramasse. Il y a quelques startups dans le domaine numérique et du spatial, mais elles sont pas très nombreuses. Et clairement, il y a très peu de spaceport en Europe. Il y en a une dizaine aux États-Unis, il y en a une vingtaine qui sont programmés. Il y en a 5 en Russie, à peu près, 5 en Chine, et il y en a un ou deux en Europe. Donc, il y a évidemment tout à faire dans le domaine spatial européen, mais surtout, il faut avoir une vision sur le sujet. Et pourquoi ça se passe aujourd'hui, alors, cette affaire? Si tu veux, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une question qui est quand même très intéressante parce qu'évidemment, on peut constater ce qui se passe. Oui, il y a des startups, elles sont inventives, elles taillent des croupières, elles vont tailler des croupières, elles commencent à tailler des croupières aux grands conglomérats industriels. Mais la question, c'est quand même que globalement, ça se passe quand même plutôt aux États-Unis. Et ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Pourquoi c'est des milliardaires comme Elon Musk ou Jeff Bezos avec Amazon qui aujourd'hui s'intéressent à être les leaders ou les fers de lance de cette nouvelle évolution, de ce nouveau changement. Voilà. Et ça, c'est un phénomène qui est très intéressant à regarder. Moi, je l'ai étudié dans un livre que j'ai publié en 2009, qui est de s'intéresser à ça. Et bon, clairement, si tu veux, ces gens-là, pourquoi les milliardaires américains, pourquoi pas les milliardaires européens? Tu as des milliardaires en Europe, tu as des milliardaires en Amérique du Sud, tu as des milliardaires en Chine, tu as des milliardaires en Russie, ils sont très nombreux. Tu vois. Et pourquoi ce sont les milliardaires américains qui s'intéressent à ça? Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, la caractéristique, elle serait assez longue, on pourra en discuter pendant assez longtemps, mais clairement, ces gens-là, Jeff Bezos, Elon Musk, qui est un semi-américain, mais qui est quand même aujourd'hui la nationalité américaine, si tu veux, et tous les autres, si tu veux, sont des gens qui sont une génération de l'après-guerre. Voilà. La génération de l'après-guerre, c'est une génération où la culture de science-fiction aux États-Unis était très, très, très forte, où il y a eu le cycle lunaire il y a eu la NASA, le cycle lunaire dans les années 60 qui a été extrêmement médiatisé. Même dans les années 50, la médiatisation, si tu veux, de l'espace, si tu veux, était très forte aux États-Unis. Ils ont compris à l'époque qu'on gagnerait l'espace que si on savait gagner le grand public. Et donc, il y a une culture de science-fiction aux États-Unis, il y a des livres, évidemment, il y a la science-fiction de l'âge d'or qui a démarré dans les années 30. Et donc, tous ces jeunes des années 50, 60, se sont nourris avec ces cultures-là, et leur rêve à eux, c'est cela. Et les petits Français, ils n'ont pas été nourris de la même manière, et le patron d'LVMH
son rêve, c'est pas d'aller dans l'espace. Il a d'autres rêves, hein, c'est très bien, mais c'est pas celui d'aller dans l'espace. Les petits Américains, ils ont été nourris comme ça. Et dans la science-fiction américaine, ce qui est très caractéristique, très original, et moi je l'avais analysé, c'est que tu as deux figures qui dominent tout. C'est évidemment la colonisation spatiale. Donc dans les années 30, on parle de colonisation de l'espace dans les récits, dans les romans de science-fiction. Et puis on parle aussi des surhumains, c'est-à-dire de faire des hommes augmentés, des hommes plus puissants, etc. Ça, c'est ces deux formes qui si tu veux, dominent la science-fiction des années 30, 40, 50 et 60. Et bien, ces jeunes-là, ils ont été nourris à ça, et finalement, ils accomplissent ce qui était créé dans les récits de science-fiction américains. Et le meilleur exemple, c'est à nouveau SpaceX. Hein. Je l'ai indiqué, il a créé deux sociétés en particulier, il en a créé d'autres. Mais il a créé SpaceX, qui est la colonisation de l'espace et la colonisation de Mars. C'est clairement son cheval de bataille. Il dit lui-même que tout ce qu'il fait, toutes les entreprises qu'il crée, n'ont qu'un seul objectif, c'est y compris Tesla, ça n'a qu'un seul objectif pour lui, c'est d'arriver à introduire une nouvelle civilisation sur Mars. Donc il dit son objectif unique, c'est celui-là. Tout le reste sont des moyens pour arriver à concrétiser ce rêve-là. Et tu sais qu'il a créé une autre société qui s'appelle Neuralink, qui travaille sur comment on peut augmenter, si tu veux, l'individu, l'humain, augmenter ses pouvoirs, ses capacités, sa puissance. Donc, si tu veux, on est typiquement dans le transhumanisme, dans la surhumanité. Mais sauf que c'est de la vraie technologie, c'est des gens sérieux qui sont derrière, et ça, c'est vraiment un élément nouveau. Et que cette dimension, on va dire, spatiale, elle s'appuie non seulement sur, évidemment, ce qui était le cas, à mon avis, dans les années 30, et de la science-fiction américaine qui s'est créée dans le cœur de la crise économique des années 30, qui, à mon avis, reste quelque part ancrée dans l'esprit des Américains. Ça paraît bizarre de dire ça, mais moi, je le crois assez. C'est-à-dire que les Américains, la crise de 29 a fait croire aux Américains que les États-Unis, c'était terminé. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait 25% de chômage, que les bateaux ils rentraient en Europe. Donc, les États-Unis, c'était terminé. On fermait la boutique. Et donc, les auteurs de science-fiction, ils ont imaginé qu'il fallait aller autre part et aller dans l'espace. Voilà. Donc ça, je pense que ça reste dans l'esprit des Américains, que le cycle économique, que la vraie Amérique, celle de Trump, entre guillemets, celle-là, elle est morte. Elle est finie parce qu'il y a les Chinois, il y a les Latinos, etc. Donc, c'est plus la véritable Amérique. Il y a les Noirs, il y a un président noir, tu vois. Donc, tout ça, les entre guillemets, vrais Américains, ils considèrent que c'est terminé l'Amérique. Et donc, l'avenir des vrais Américains, c'est dans l'espace. Donc, ça, je pense que c'est ancré quelque part dans leur histoire. Et à ça se rajoute aujourd'hui un autre phénomène très important, qui est plutôt une crise civilisationnelle, qui touche beaucoup les Américains parce qu'ils ont un côté un peu parano quand même, ils ont un côté très survivaliste. Tu sais que c'est là-bas qu'on crée le plus de blocos pour survivre en cas de guerre nucléaire, etc. Mais le réchauffement climatique, si tu veux, la guerre nucléaire, la surpopulation, si tu veux, à mon avis, vient renforcer le fait que non seulement pour ces Américains, pour une partie de ces Américains évidemment, pas pour tous, finalement l'Amérique elle est terminée, mais non seulement l'Amérique elle est terminée, mais le monde terrestre il est terminé, l'humanité sur Terre il est terminée. Parce qu'on n'arrêtera pas le réchauffement climatique, on n'arrêtera pas le nucléaire, on n'arrêtera pas la surpopulation. Et donc, tout ça va terminer dans le feu et les flammes. Et donc, il est impératif de préparer autre chose et de penser à s'installer autre part. Voilà. Et je pense que tout ça est quelque part dans l'inconscient des Américains. Et c'est ça qui pousse, si tu veux, c'est aussi ces entrepreneurs américains. Et souvent, ça revient dans leur discours. Hein, c'est de dire, et notamment Stephen Hawking, qui est un grand physicien anglais, il expliquait que c'était terminé sur Terre et qu'il fallait partir dans l'espace, qu'il fallait qu'on reste pas, qu'on mette pas tous nos œufs dans le même panier. Voilà. Et qu'il fallait pas rester que sur Terre, qu'il fallait aussi s'installer sur d'autres planètes au cas où la vie sur Terre ça deviendrait impossible pour tout le monde. Alors, US versus Chine. Ça, si tu veux, c'est vraiment un élément. Alors c'est un vrai faux sujet, ou c'est un vrai sujet plutôt. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'évidemment, la concurrence entre la Chine et les États-Unis, c'est une réalité. Hein. Clairement, les États-Unis sont devant. La Chine met les bouchées doubles pour attraper et elle concurrence l'Amérique, les États-Unis sur tous les segments spatiaux. Donc, elle va envoyer des constellations de satellites, elle a des startups qui développent des technologies pour l'espace, elle envoie des sondes sur Mars, elle a envoyé des sondes sur la Lune, etc. Donc, elle fait tout ce que fait les États-Unis à une échelle moindre. Évidemment, il y a un retard, il n'y a pas de station spatiale chinoise, mais ils sont en train de la programmer. Donc en 2020, 2021, ils vont commencer à fabriquer une station spatiale chinoise, concurrente de l'ISS. Donc ils concurrencent sur tous les segments, mais avec du retard. Voilà. Donc ça, si tu veux, mais en même temps, ils avancent suffisamment vite et ils ont deux arguments très forts à faire valoir, si tu veux. Le premier, c'est que la Chine n'a pas de démocratie, donc ça facilite les décisions en matière spatiale.
Hein. Donc ça, c'est important. Ensuite, si tu veux faire des tests dans l'espace et puis tu dois accepter de faire mourir des pilotes d'essai, comme c'était le cas dans l'ère spatiale au XXe siècle, les Chinois, ça leur pose pas de problème de faire mourir 10, 20, 30 pilotes d'essai. Je ne pense pas que ce soit la même chose aujourd'hui aux États-Unis. Ce qui était acceptable aux États-Unis dans les années 50, 60, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, que le public américain accepterait, on va dire, de la mort de pilotes juste pour tester des nouvelles technologies. Donc là, clairement, le caractère chinois autoritaire et dictatorial a un avantage sur les démocraties, on va dire, libérales. Puis un deuxième élément que j'ai donné parce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est un sondage sur les jeunes chinois et les jeunes américains. Voilà. Donc en Chine, 90%, il y a eu un sondage Harris sur les enfants de 8 à 12 ans et qui indiquait que 90% des petits Chinois, leur premier métier qu'ils voulaient faire, c'est aller dans l'espace. Et aux États-Unis, le pourcentage était de 10%. Voilà. Ah, et pour 55% des petits Américains, leur rêve, c'était de devenir des youtubeurs, on va dire, célèbres, et de gagner beaucoup d'argent. Voilà. Alors ça, je pense que c'est un gros avantage pour la Chine et c'est un gros handicap pour les États-Unis parce que si les petits Américains n'ont pas envie d'aller dans l'espace, évidemment, c'est un handicap pour fabriquer des astronautes, pour fabriquer des ingénieurs dans le domaine spatial, etc. etc. Donc c'est un vrai handicap, c'est un grand challenge. Ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas du tout. Hein. Si les générations d'Américains n'y rêvent pas de l'espace, eh bien, ils n'iront pas dans l'espace. Si les petits Chinois y rêvent d'y aller, il y a une grande chance qu'ils y aillent. Donc, si tu veux, c'est un vrai sujet. Après, pour terminer, juste avant, sur la confrontation Chine-Amérique, la Chine, ce n'est pas l'URSS. C'est-à-dire qu'on ne va pas reproduire la guerre froide. L'URSS, elle a vraiment servi à booster la conquête spatiale. Mais la guerre froide, c'est pas du tout la même chose qui va se produire avec la Chine. C'est-à-dire que l'écosystème des entrepreneurs numériques, ils n'ont pas besoin d'une confrontation Chine-Amérique sur l'espace. Mais s'il y en a une, tant mieux, parce qu'elle donnera plus de budget, plus d'argent, donc ça boostera les choses. Voilà. Et si tu veux, en termes c'est plutôt un stimulant, c'est plutôt un facteur secondaire qui va apporter, évidemment, qui va apporter de l'eau dans le moulin. Mais si tu veux, en réalité, le spatial 3.0, 4.0, le New Space, il n'aura pas besoin de cette guerre entre la Chine et les États-Unis dans l'espace pour pouvoir se développer. Voilà. Bon. Donc ça, c'est vraiment l'élément. C'est-à-dire que voilà, la confrontation URSS-États-Unis, elle ne va pas se reproduire avec la Chine avec les mêmes effets, même si elle sera bienvenue et que la Chine, clairement, c'est une voie stratégique pour la Chine de s'installer dans l'espace et de créer un système comme les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie, bah aussi d'avoir une nouvelle route entre la Terre et la Lune pour développer le business et l'économie spatiale. Alors, on peut conseiller à ceux qui vont nous regarder ton dernier bouquin, qui est un bouquin de science-fiction. Alors, ce n'est pas vraiment de la science-fiction. Hein. Donc là, effectivement, moi, j'ai publié un livre, donc un roman d'aventure en réalité, qui s'appelle donc Le destin extraordinaire de François-Victor Arcadius. Alors, c'est un ouvrage qui se passe aujourd'hui. Donc, ce n'est pas vraiment un roman de science-fiction. Mais c'est un roman qui se passe aujourd'hui sur une thématique qui est le départ dans l'espace et qui compte en fait les aventures d'un chercheur parisien qui va continuer, qui rencontre quelques problèmes à Paris et qui va s'expatrier en Californie, qui va continuer ses recherches. Et aux États-Unis, il va se retrouver confronté dans un environnement spatial, dans l'environnement de la NASA, dans l'environnement spatial américain, en particulier dans le sud des États-Unis. Il va vivre une aventure un peu extraordinaire avec un grand débat de fond qui est de savoir est-ce qu'il faut partir dans l'espace est-ce que la civilisation doit partir dans l'espace et si oui, comment elle doit partir? Alors là, tu as des startups effectivement qui, elles, ont une vision particulière, qui s'opposent à la vision publique. Et donc, lui, il va vivre une aventure un peu extraordinaire. Je renvoie les gens qui s'intéressent au livre à aller sur Amazon et à regarder la 4e de couve qui explique un petit peu le sujet. Mais en même temps, c'est un moyen pour moi de parler de manière sympa, agréable, divertissante. On est plus pris de Dan Brown que d'Elon Musk, si tu veux. On est vraiment dans l'aventure et dans la fiction pure hein, et dans le divertissement. Mais en même temps, c'était de parler de manière fun, de vrais sujets avec des vraies questions, y compris des vraies questions un peu philosophiques sur si on changeait de civilisation, si on avait une civilisation qui soit plus uniquement terrestre, mais qui soit multiplanétaire, qu'est-ce que ça changerait? Quels seraient les enjeux que ça poserait? Est-ce qu'on emmènerait tout le monde? Est-ce qu'on emmènerait les handicapés, par exemple, si tu veux, dans le système solaire? Ou est-ce qu'on les laisse sur Terre? Ouais, je suis partant pour partir. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, il y a des gens qui sont religieux. Ils se disent, moi, je suis très religieux. Les religions, elles n'ont parlé que de la Terre. Donc, si elles n'ont jamais pensé que l'humanité devait aller dans le système solaire. Donc, les gens qui sont très religieux pourraient vouloir dire, moi, je ne veux pas aller dans l'espace, je veux rester sur Terre. Parce que les textes sacrés, ils ont dit, la vie, elle se passe sur Terre.
Ou j'attends un signe du ciel. Bon, mais ça pose aussi des questions stratégiques, politiques. Est-ce que ça doit se faire sous le cadre de l'ONU? Est-ce que ça doit se faire dans le cadre de coalitions? Qui on peut emmener? Parce que tout le monde ne peut pas partir. Alors je dis on laisse les handicapés, on laisse les religieux, on dit ça en rigolant. Mais en même temps, les pays pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent sur Terre, on les emmène. Est-ce qu'on leur donne des quotas? Tu vois, bref, ça pose des questions quand même assez intéressantes aussi. Et puis ça pose des questions, à mon avis, encore plus intéressantes, qui est des questions d'ordre identitaire, c'est-à-dire que l'individu s'est créé comme une espèce terrestre, mais c'est une espèce terrestre migratoire. Alors, depuis le début de l'humanité, l'humain ne fait que migrer. Et il a migré de l'Afrique subsaharienne en Asie, en Europe, puis ensuite en Amérique du Nord, etc. Il n'y a aucune raison qu'il s'arrête dans sa migration. Que lui, quand il regarde l'espace, qu'il voit des planètes, il a envie d'aller aussi plus loin comme il avait envie. Et notamment, il le fait quand les ressources, à un moment donné, sur un territoire, n'existent plus. Exact, ouais. Quand les conditions deviennent invivables. Alors, le réchauffement climatique, s'il se produit, on le voit avec l'Australie. Je pense que les Australiens, en ce moment, ils ont peut-être envie d'aller vivre dans l'espace. Parce qu'ils se disent, finalement, les circonstances de vie sur la Terre deviennent de plus en plus insupportables. Et donc, à un moment donné, l'espèce humaine, quand elle est soumise à des problèmes de ressources énergétiques, par exemple, ou à des problèmes d'environnement qui deviennent insupportables, la nature humaine, son objectif, c'est de migrer. Et cette migration-là, elle traduira aussi un changement identitaire au niveau des gens. Quelqu'un qui vit dans un système multiplanétaire ou dans le système solaire, si demain il y a du tourisme entre la Terre, Mars, Jupiter, Europe, etc., voire plus loin, sa manière de concevoir le monde, sa manière de se concevoir lui-même, différente, ouais. Elle sera complètement changée, ça changer. Donc ça posera des questions identitaires. Et les spationautes, moi j'ai lu beaucoup de livres des astronautes américains qui ont écrit des livres sur leur retour, et clairement, on voit qu'ils ont changé sur leur identité, sur leur conception du monde, sur leur conception de la vie. Ça a changé déjà. Donc, ils ont touché du bout du doigt, si tu veux, cette transformation de l'individu. Voilà. Bon, c'est aussi tout ça qui peuple, on va dire, cette aventure que va vivre François-Victor Arcadius en terre américaine. Dis-moi, des gens comme toi, il n'y en a pas beaucoup quand même en Europe ou dans le monde. Des gens comme moi, tu veux dire qui aient cette connaissance, si tu veux, je pense que c'est un grand sujet. C'est-à-dire que je pense que en Europe, moi, je suis assez étonné de voir l'absence de débat sur le sujet. On en parle à la limite très très peu. Oui, pas du tout. Ouais. C'est un sujet énorme, énorme. Quand la Chine, elle dit voilà, je vais créer d'ici 2050 une zone économique spatiale entre la Terre et la Lune, avec un système de transport qui sera contrôlé par la Chine, etc., avec des satellites chinois, tout ça, c'est 10 000 milliards de dollars. Donc, c'est un enjeu économique énorme, c'est un enjeu civilisationnel, c'est un enjeu, si tu veux, de développement extrêmement important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe, on n'entend que deux voix, entre guillemets. Il y a une voix qu'on entend, c'est la voix des gens qui représentent les autorités spatiales traditionnelles, c'est-à-dire des gens de l'ESA, etc. Puis on entend les gens qui sont dans les grands industriels européens de l'espace, Ariane, etc. Mais on n'entend pas cette troisième voix qui apporte une vision entrepreneuriale, si tu veux, sur la vision de ce que doit faire l'Europe. Et clairement, là, effectivement, c'est un peu, de mon point de vue, un peu le no man's land du sujet. Alors moi, j'ai pris tu me connais un petit peu, j'ai bien aimé prendre des grands débats comme ça, et puis d'essayer de les faire bouger un petit peu. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce roman. C'est une manière, on va dire, un peu fun de parler de ce sujet-là, et puis donner aussi de prendre la parole sur ce sujet-là pour en Europe, on en parle beaucoup plus, et que vraiment on pousse le sujet. Dernière question, tu penses que l'humanité est en train de changer de civilisation aujourd'hui? Alors, en relation avec l'espace ou d'une manière plus générale? D'une manière générale, dans l'espace. Oui, mais tu as raison. Je pense qu'on ne se rend pas compte d'une transformation qui est en cours parce que, si tu veux, on vit avec. C'est un problème de génération. Je pense que c'est un problème de génération. C'est-à-dire que moi, toi, sans doute, on a une vision de notre quotidien qui est une vision qui est liée à notre histoire personnelle, qui est l'histoire des années 60, 70, 80, 90. Tu vois. Et on a ça ancré dans notre tête. Notre monde, on le regarde comme ça, en réalité. Même si on sait regarder les choses qui bougent, mais on ne le vit pas de l'intérieur. Et on ne le pense pas de l'intérieur. Et je pense que les nouvelles générations, elles ont une vision complètement différente du monde et qu'elles, évidemment, je crois qu'elles, sans en avoir conscience nécessairement, parce que je ne pense pas que les jeunes générations se disent on va transformer le monde de ce point de vue-là. Je pense qu'ils simplement, ils rentrent
dans ce qu'on leur propose, dans ce changement, dans ce progrès qui est en train de transformer le monde. Si tu veux, ils y rentrent parce que c'est naturel pour eux d'y rentrer, parce qu'ils s'y sentent bien, parce qu'ils arrivent à y trouver facilement leur mode d'adaptation. Et donc, je pense qu'évidemment, parce que par exemple, toute la dématérialisation, on a parlé du blockchain, mais on aurait pu parler aussi des bitcoins, etc. La monnaie dématérialisée dans l'espace et dans le tourisme spatial ne va pas emmener des billets de banque. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu as raison, tout ça, c'est un tout, mais qui donne une dimension de transformation identitaire, civilisationnelle, qui est plus claire quand on la regarde du point de vue spatial. Mais en réalité, cette transformation-là, elle est en train de se faire aussi sur Terre avec toute l'évolution de dématérialisation que tu connais très bien. Bon, bah écoute, bravo en tout cas et merci beaucoup pour cet éclairage, c'était très sympa. On va dire au revoir à tous ceux qui vont nous regarder parce que je vais mettre en ligne probablement ce soir ou demain matin. Et puis, bah, j'arrête l'enregistrement, mais nous, on reste connectés au cas où on a oublié quelque chose. Au revoir tout le monde. Merci Jean-Michel, au revoir tout le monde.